consacrée face aux accusations sorties par ceux qui disent être opposants à l'issue des manifestations d'hier. On aura avec nous dans cette édition pour 30 minutes maximum Steve Mbikaï, qui est également président du Parti travailliste et membre de l'Union sacrée. Nous l'avons eu hier au début de l'émission, mais il y a eu un souci avec le son qui crachait. Donc, on a décidé de revenir aujourd'hui, mais dans une version beaucoup plus améliorée pour lui poser des questions au nom de vous qui êtes nos abonnés. Et ces réponses pourront évidemment éclairer l'opinion parce qu'il s'agit d'un député national, donc d'un législateur qui a certainement des idées au-delà d'une simple lecture des textes contenus au sein de la Constitution de notre pays. Les opposants soulèvent par exemple la question de la situation sécuritaire dans la partie est de notre pays et ils estiment qu'il ne faudrait pas qu'il y ait changement ou révision pendant que les agresseurs siègent encore sur les territoires congolais. Et de l'autre côté, on aimerait bien savoir pourquoi ceux qui soutiennent le changement le font. Quels sont leurs motifs ou leurs arguments qu'ils utilisent ou les arguments qu'ils utilisent pour soutenir leur position. On aura le temps de poser des questions et d'obtenir des réponses à notre invité. Alors rapidement, on va prendre honorable Steve Mbikaï, président du Parti travailliste et député national plusieurs fois ministre. Steve Mbikaï, vous n'êtes plus à présenter à l'opinion congolaise. Bonjour. Bon week-end et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Madame Chancela, pour votre invitation. C'est toujours un plaisir de partager avec vous sur les grandes questions nationales. Alors, hier, on a connu un petit problème de connexion et vos explications n'ont pas été très bien saisies et donc les abonnés sont revenus vers nous pour nous demander si on pouvait vous prendre en live plutôt qu'en audio simplement. Hier, nous avons assisté tous à une manifestation qui a été organisée par les opposants. Ils ont dit qu'ils avaient un sit-in à faire devant le Palais du Peuple qui est également votre hémicycle. Ils disent vouloir s'opposer à la révision ou au changement de la Constitution. Ils voulaient juste présenter leur mécontentement aux députés et les poser quelques questions. Vous êtes aussi député. Quelle est l'analyse que vous avez faite, vous, directement, de ce qui a été organisé hier? Il faut commencer par dire que nous sommes dans une démocratie. Dans une démocratie, on a besoin d'avoir d'un côté la majorité, de l'autre côté l'opposition. Et nous souhaitons bien avoir une opposition forte pour cette beauté de la démocratie. Mais ce que j'ai vu ces derniers temps, c'est quand même un peu déplorable. Nous avons vu tous les leaders de la C4 faire, n'est-ce pas, une sensibilisation pendant une semaine, invitant la population à se rassembler au siège de l'ECD afin d'aller faire un sit-in auprès du peuple. Nous pensions qu'il y aurait une marée humaine. Après la défaite, la ville morte sur le plan de fait, mais un succès sur le plan médiatique parce qu'ils avaient réussi à rassembler les images de l'aube pour faire passer le message que, la ville était morte. Ils auraient dû conserver cet acquis. Si moi j'étais avec eux, on était l'opposition, ils devaient conserver l'acquis, la ville morte, pour avoir une présomption de popularité. Malheureusement, ils ont commis une erreur d'appeler à ce sit-in qui a révélé combien l'opposition n'a pas d'ancrage. On ne peut pas comprendre qu'après avoir appelé le peuple à faire un sit-in pendant une semaine, qu'on ait sur le boulevard Triomphal 300 personnes. Donc, ça paraît comme ce qu'a dit Fally Ipupa dans sa chanson, je crois, ça s'appelle Pene Pene, pour dire et moyen local Zolo, Nakatia Elongi. Donc, c'était tellement peu. Et bien, on dirait que Zolo, dans la zone de Elongi, Zolo, ça mouké Elongi. C'est-à-dire, on a vu combien nos opposants sont impopulaires. Alors, pour essayer de pouvoir cacher cette impopularité, ils ont armé certains badauds de pierres. Il semble qu'il y en a qui avaient même des machettes pour essayer de provoquer la police. C'est une stratégie qu'on a toujours faite quand on a l'opposition, pour ne pas que ça passe inaperçu. Il fallait créer quand même des incidents. Et de ce côté-là, coup de chapeau à eux. Ils ont réussi à avoir des images à vendre aux tabloïds, comme je l'avais dit.
On va retrouver quelques images de ce qu'ils ont fait hier. Pendant que l'honorable Mbika parle, on va balancer ces images-là. Voilà. Comme ça, pour la bonne compréhension de tous. Ils sont en train de s'attaquer à la police, comme vous pouvez voir. Ils s'attaquent à la police. On vous découvre pendant qu'on vous montre également les images des attaques des civils, membres des CID, sur la police nationale congolaise. Oui, c'est-à-dire tous ces militants-là, ils sont membres de vingtaine de partis politiques, hein. Ce n'est pas seulement des CID, membres d'une vingtaine de partis politiques qui sont de la C4, quoi. Alors, vous voyez, maintenant, il fallait provoquer la police pour obtenir quelques gaz lacrymogènes, obtenir quelques coups de feu, pour prendre des images à vendre. Mais ce n'est pas l'opinion internationale qui fait la politique au Congo. Et là, nous sommes en train de préparer pour aller aux élections. Ce que moi, je peux conseiller, c'est de faire un effort pour s'implanter encore. Donc, si à Kinshasa, ils font une super mobilisation, qui est dire de l'ensemble du pays, parce qu'ils demandent qu'on aille vite aux élections. Mais comment ils vont aux élections avec une opposition qui n'a pas d'ancrage? Donc, ça sera pour nous un boulevard. Et maintenant, comme on a vu qu'ils n'ont pas tellement la population derrière, cela veut dire que le peuple est d'accord avec l'union sacrée pour le changement de la Constitution. Ils ont commis une erreur. Donc, là, le boulevard est ouvert pour les réformes constitutionnelles et vont se faire sans entrave. Mais aussi, ce qu'ils font, à mon avis, c'est bon pour la démocratie. Si on pouvait changer la Constitution, qui est un peu d'opposition, ça serait comme si on était dans un pays à parti unique, quoi. Donc, ils nous aident quand même à montrer à l'opinion qu'au Congo, il y a une démocratie d'un mèche en cours et soutenue par la majorité de la population et elle est, n'est-ce pas, rejetée par une minorité. Mais ils accusent le pouvoir d'imposer une dictature. Ils estiment que c'est le président, comme Martin Fayulu et Denis Sesanga l'ont déclaré. Le président Tshisekedi a envoyé, c'est ce qu'ils ont qualifié, ce sont leurs mots, ça ne sort pas de ma bouche. Je ne fais que citer ce qu'ils ont dit. Le président a envoyé des policiers badauds et des gens, ce qu'ils appellent des koulouna du Force et du Progrès pour s'attaquer à l'opposition parce que le président Tshisekedi a peur que l'opposition réussisse à le contrer dos au mur, comme Sesanga a dit, claquer au sol, pour que le président Tshisekedi ne s'éternise pas au pouvoir, le peuple et avec l'opposition. Est-ce que dans l'Union sacrée, y a-t-il eu un mot d'ordre sur la question du changement ou de la révision de la Constitution de manière officielle, ou vous qui vous exprimez sur la question, vous les faites parce que vous êtes des leaders d'opinion et des leaders politiques? Jusque-là, à l'Union sacrée, on n'a pris aucune décision de changer la Constitution. Il s'agit seulement d'un débat politique, démocratique, des gens qui donnent leur point de vue. Ce qui est vrai est que nous, de la majorité, nous sommes pour le changement de la Constitution. Certains parlent de révision, d'autres de changement. Peut-être au cours de cette émission, on va essayer un peu d'éclaircir la situation. Jusque-là, le débat est encore informel, au fait. On n'a pas encore eu l'option de changer la Constitution. Mais tout de même, j'avoue que nous avons ces plans parce que nous voudrons bien améliorer la gouvernance. On ne va pas changer pour se tenir au pouvoir, mais c'est pour améliorer la gouvernance du pays. Et en passant... Améliorer la gouvernance, ça signifie que si votre gouvernance ne correspond pas à ce que l'opposition est en train de décrire comme la meilleure vie sociale pour le Congolais, pour vous, le problème se situe dans la Constitution et non dans vos capacités à vous, leaders, de pouvoir prendre des décisions importantes? Non, l'opposition n'a jamais réclamé le bien-être de la population. On n'a jamais vu l'opposition demander au peuple de faire des sit-ins ou des marches pour demander à ce qu'on puisse améliorer la recette en électricité ou bien en eau, ou alors créer des emplois. Mais l'opposition fait recours au peuple seulement quand il s'agit de la Constitution. Je vais dire au peuple que il n'y a rien à voir entre le bien-être du peuple avec la Constitution. Il n'y a pas de rapport du tout.
Rien du tout. Ce qui compte, c'est la bonne gouvernance. Ce n'est pas tant la constitution. Parce que quand un Congolais se réveille un matin, il ne pense pas quand est-ce qu'il y aura de nouvelles élections. Il pense à comment nourrir ses enfants, comment les envoyer à l'école. Voilà le débat qui concerne l'opposition. Le débat de la constitution, c'est un débat des hommes politiques, la classe politique, parce que les uns veulent accéder au pouvoir et les autres veulent se maintenir au pouvoir. Le peuple est utilisé un peu comme un marchepied. Alors, si nous voulons, n'est-ce pas, changer la constitution d'abord, nous avons le droit de le faire. Parce que dans toute démocratie, ce n'est pas l'opposition qui prend l'initiative des réformes constitutionnelles. C'est un rôle qui est dévolu à la majorité, n'est-ce pas, qui est au pouvoir. Et nulle part de la constitution qu'ils sont en train de pouvoir, qui défendent, il n'est dit que l'opposition a le droit de faire ombrage de réforme. Non, ça c'est le rôle de la majorité. Bien sûr, en tant que Congolais, sur le plan politique, ils ont le droit de mettre un point de vue quelconque, mais ce point de vue ne peut pas nous bloquer. Pourquoi est-ce qu'on veut revoir la Constitution pour changer? C'est parce que, je donne un exemple, nous sommes dans un pays en crise. Eh bien, nous avons 26 gouvernements provinciaux, 26 parlements qui fonctionnent. On appelle députés, leurs fonctionnaires, et que c'est encore des frais de fonctionnement. C'est autant de millions de dollars qu'on peut affecter au bien-être de la population. On peut, par exemple, équiper les écoles en banc, les hôpitaux en lit, on peut faire autant de choses. Alors, nous sommes d'avis que mieux vaut supprimer, c'est l'Assemblée provinciale et ces gouvernements provinciaux. Mais comment le faire? Parce que quand vous partez à l'article 220 de la Constitution, eh bien, on nous interdit de réduire les compétences des provinces. Or, supprimer ces assemblées provinciales et ces gouvernements, cela équivaut à réduire les compétences des provinces. Et là, nous sommes bloqués par l'article 220. Donc, pour contourner la difficulté, on préfère avoir une nouvelle constitution qu'on va soumettre au peuple. Ça, c'est un. De deux, cette constitution que nous avons ici, à mon humble avis, est une constitution de transition démocratique. C'est quelle transition? Nous sommes partis des pouvoirs et des constitutions issues des armes, des coups d'État et des rébellions. D'abord, en 65, avec le coup d'État de Mobutu, il a pu récupérer le pouvoir du peuple par la force. Et puis, il a imposé une constitution en 67 qui nous a régis jusqu'en 91, quand on était à la CNS. Et en 92, on a eu un acte constitutionnel de la transition. On est allé aux élections démocratiques pour pouvoir avoir un président légitime et avoir un nouveau projet à soumettre, n'est-ce pas, au référendum. Après, les Rwandais sont venus avec Laurent Kabila, ils ont tout balayé. Voyez-vous? Alors, Joseph Kabila est arrivé, nous sommes allés au dialogue intercongolais avec tous les belligérants. Nous n'avions aucune, moi j'étais moi-même délégué au dialogue, nous n'avions aucune légitimité de rédiger un projet de constitution comme les constitutions primaires. Nous l'avons fait quand même parce qu'il fallait gérer une période. Il fallait installer les institutions. Donc, la constitution de 2002 nous a aidés à asseoir les institutions. Moi, je ne suis pas dit que c'est un chiffon comme disent les autres, non. Il nous a aidés beaucoup pendant ce temps ici. Maintenant, comme on quitte, on avait soumis aussi au référendum par un président qui n'avait aucune légitimité, voyez-vous, et qui avait promulgué. Et maintenant que nous avons des institutions qui sont démocratiques, on peut, n'est-ce pas, rédiger un nouveau projet pour adapter la Constitution, n'est-ce pas, au réalité du moment. Mais est-ce que le problème se situe à ces niveaux-là, justement, pour ceux qui sont contre? Ils estiment que, par exemple, là, vous décrivez la question des gouvernements provinciaux. Vous estimez que ça prend de l'argent ou c'est budgétivore, comme on appelle, et que ça ne fonctionne pas convenablement, mais que pour toucher à cela, il faut toucher à l'article 220 qui est verrouillé. Alors, la question, c'est est-ce que le fait de toucher à un ou deux articles. Non, je réponds les mots des opposants, justement, dans ma question. Alors, je disais, est-ce que le fait de toucher à la question qui concerne les gouvernements provinciaux ou les assemblées provinciales, cela nécessite de changer, parce que changer et réviser, ce n'est pas la même chose. C'est que les opposants redoutent, c'est que ces changements puissent octroyer une possibilité de postuler pour un nouveau mandat
dans une nouvelle constitution au président Tshisekedi. Et eux ne veulent pas que Tshisekedi soit là, parce qu'ils estiment que Tshisekedi a lamentablement échoué et qu'il doit laisser la place à quelqu'un d'autre. Déjà, il n'y a pas tellement de fossé entre révision et changement. Je prends l'exemple de la Constitution américaine, n'est-ce pas, qui date de plusieurs siècles déjà. Plusieurs fois, elle a subi ce qu'on appelle amendements, n'est-ce pas, aux États-Unis. On l'a pratiquement changé parce que tout au début, cette Constitution reconnaissait l'esclavagisme. Mais quand on arrive à abolir l'esclavage, par exemple, on ne peut pas dire que c'est une constitution, n'est-ce pas? Parce que le 13e amendement a fait que on a aboli, n'est-ce pas, l'esclavage. Donc, c'est pratiquement une vraie constitution qui a été faite, mais par voie de révision constitutionnelle. Et quand on est arrivé en 51 aussi, on a aboli le système de plusieurs mandats. On a imposé le système de mandat, n'est-ce pas, à 2. C'est une grande décision, n'est-ce pas, qui fait voir que c'est une nouvelle constitution pratiquement qu'on a eue. Nous ne sommes pas les États-Unis, honorable Steve Mikaï, parce que si nous partons des exemples pour prendre les États-Unis comme un modèle ou une référence, quand on parlera de la question du développement, la question des infrastructures ou d'autres aspects de la société, on ne peut pas prendre l'exemple sur les États-Unis. Nous sommes la RDC. Il y a les droits comparés. C'est ça, en droit, il y a le droit positif, il y a aussi le droit comparé. On peut aussi se référer, ne pas prendre référence à ces supérieurs. Alors, chez nous, j'entends les gens dire toujours que l'article 220 est verrouillé. Je voudrais maintenant que les gens qui me suivent dans les commentaires, dans des questions, qui nous disent quelle est la disposition qui dit que l'article 220 est verrouillé. Il est vrai que cet article verrouille certaines matières, notamment un nombre de mandats, durée des mandats, la forme de l'État. Mais nulle part, l'article s'est verrouillé lui-même. Il n'a pas dit que moi, on ne peut jamais, non pas, me réviser. Alors, je mets quiconque au défi de me dire que la Constitution interdit qu'on touche à cet article. Si alors aujourd'hui, si, faut se mettre d'accord, comme ils ne veulent pas de changement, si en congrès, n'est-ce pas, au Parlement, nous arrivons alors à réviser la Constitution, n'est-ce pas, et à faire tomber l'article 220. Il tombe, 219, 220, il tombe, par exemple. Est-ce que c'est illégal? C'est interdit par quoi? Alors, on va dire que c'est une nouvelle constitution, mais une ancienne. Donc, c'est-à-dire, on peut changer cette constitution-là, même sans aller au référendum. Par voie, n'est-ce pas, des révisions constitutionnelles. Mais nous avons pensé que c'est mieux tout de même de poser la question au peuple souverain sur des réformes que nous voulons faire. Ça n'a rien à voir avec l'ambition, c'est maintenir au pouvoir. Dire que, voilà, j'ai pris un exemple. Nous avons autour de nous ici les pays qui n'ont connu qu'une alternance, n'est-ce pas? Et au Congo, il y a eu déjà 5 régimes déjà. Est-ce qu'on peut dire que nous, on vit mieux que les Camerounais? Est-ce qu'on peut dire qu'on vit mieux que les Congolais d'en face? Que non. Ce qui compte pour le peuple, c'est pas la constitution, c'est la bonne gouvernance. Ce qu'il faut imposer et demander est qu'il n'y ait pas de détournement, qu'il y ait une bonne affectation des fonds. Mais est-ce que la Constitution elle-même consacre les détournements? Est-ce que c'est la Constitution qui vous empêche de poursuivre ceux qui détournent? Non, moi, c'est pourquoi j'ai dit que la bonne gouvernance, en fait. C'est cela dont on a besoin. Je réponds souvent une question à ceux qui disent est-ce que la Constitution vous empêche de construire des routes, de donner des emplois aux gens? Et à moi de rétorquer. Parce que vous battez tant pour cette Constitution. Mais vous souffrez, d'après vous. Vous dites que rien ne marche, le pays est mal géré, on ne vit pas très bien. Mais la Constitution est là. Pourquoi vous souffrez tant pour elle? Pourquoi aller marcher pour elle alors que vous estimez que, parce qu'on vous pose la question de qu'est-ce qui vous empêche d'améliorer la gouvernance, vous rétorquez que bon, la Constitution est là, vous souffrez, vous estimez que si les gens souffrent, c'est à cause de la Constitution? Non, pas du tout. C'est pour dire que le bien-être, tout comme la souffrance, ne dépendent pas de la Constitution, dépendent de la façon dont le pays est géré. Et là, nous sommes en train de faire, le chef de l'État fait beaucoup d'efforts. Vous voyez comment on construit des universités ici, là. Les routes sont en train d'être construites. Parce qu'on vient d'un grand trou. OK? Et puis, la peine que nous avons ici, c'est quoi, Madame Chancela? Vous verrez que dans tous les pays africains, pratiquement, allez dans tous les villages, dans tous les pays africains,
Les gens sont dans une misère noire partout. La question est ailleurs. Ça veut dire quoi? Nous avons des minéraux, des richesses, mais ces richesses sont exportées toujours à l'état brut. Ce qui fait que, donc, la valeur ajoutée n'est pas là. Nos grumes, notre diamant, notre cuivre va ailleurs. Et là, ailleurs, ça va soutenir l'économie d'ailleurs. Le combat à faire en Afrique est que nos matières premières soient transformées chez nous. Si, par exemple, le coltan, le cuivre, vous voyez, nous avons signé un accord avec les Américains. Si au travers de cet accord, on arrive à avoir autant d'usines, de transformations, n'est-ce pas, en matière première, de nos minéraux, on va créer des emplois. L'État aura des impôts, on aura assez de moyens pour subvenir aux besoins de la population. Donc, rien à voir avec la Constitution. La Constitution, c'est un combat des politiciens. Voyez-vous? Parce que parce que vous êtes également pour les changements. Je suis pour les changements, comme je vous dis, parce qu'on doit améliorer la gouvernance dans notre pays, notamment, comme je vous ai dit. Il faut que le chef de l'État ait une mainmise sur les provinces. Pas seulement Tshisekedi, mais tout chef d'État qui viendra. Parce qu'aujourd'hui, quand ça ne marche pas, et tout le temps, je vous suis, vous plaignez pour Kinshasa, de salubrité. C'est ce qui s'est passé ici. Le chef d'État a dû recourir à un général pour la propriété de la ville. Mais s'il avait la compétence d'émettre le gouverneur, il l'aurait fait automatiquement. Voyez-vous? Alors, quand ça ne marche pas, c'est lui qui est indexé. Il faut lui donner la compétence de pouvoir nommer, d'émettre le gouverneur, par exemple. C'est l'un des aspects. Et même quand nous allons au niveau de changement de régime, est-ce que c'est quand Tshisekedi quitte, l'autre vient qu'on sera bien? Ce n'est pas ça du tout, cher ami. Parce que on voit les pays où les dirigeants font 18 ans. Nous avons Netanyahou en Israël. Il a accumulé presque 18 ans au pouvoir. On a connu Mme Thatcher en Angleterre, qui a fait 11 ans au pouvoir. Angela Merkel aussi, n'est-ce pas, en Allemagne. Est-ce qu'on peut dire que ces pays-là, les gens vivent mal que chez nous? Oui, nous avons des pays comme Singapour, par exemple, où depuis 60 ans, c'est un seul parti politique qui est au pouvoir. Mais c'est le pays le plus propre, les mieux organisés. Le coût de la vie là-bas est vraiment meilleur parce que le pays est bien gouverné. Le peuple doit se battre pour exiger la bonne gouvernance des dirigeants. Ce n'est pas tant le changement de régime. On a connu ici, quand Mobutu était là, on pensait que s'il lui part, ce sera la belle vie. Mobutu est parti. Laurent Kabila est arrivé. Les gens l'ont contesté. Après, c'est Kabila qui est arrivé. Les gens l'ont contesté. Aujourd'hui, c'est Tshisekedi. Donc, le problème est ailleurs. Justement, il y a un problème de bonne gestion aussi qui se pose. Mais on doit résoudre le problème de façon globale. Mais comment faire résoudre le problème des bonnes gouvernances pour ne pas rejeter toute la faute sur la Constitution d'ailleurs qui vous a permis d'être au pouvoir aujourd'hui? Quelle est la question, s'il vous plaît? Commencez par améliorer d'autres aspects de la gouvernance au lieu de rejeter toute la faute sur la Constitution qui vous a permis d'être au pouvoir aujourd'hui. Oui, c'est un processus. Nous, on ne dit pas que la Constitution, c'est elle qui serait à la base de tous les maux. Non. Mais nous avons constaté que, d'abord, comme j'ai dit, cette Constitution n'a pas assez de légitimité, en commençant par la façon dont elle a été rédigée, n'est-ce pas? Et nous disons qu'il faut maintenant un texte plus légitime. Et là, les opposants nous disent que nous, les députés, on n'a pas le droit de nous muer à une constituante, n'est-ce pas? Et je vais leur répondre. Il y a des exemples. Nous avons ici à côté de nous, en Afrique du Sud, en 94, c'est le Parlement qui s'était mué en constituante pour rédiger la nouvelle constitution. Et même quand on prend la première constitution des États-Unis, quand on avait délégué les gens, n'est-ce pas, c'était pour corriger l'ancien acte constitutionnel des États-Unis par les 13 États. Mais quand ils sont arrivés là-bas, ils sont transformés en constituante. C'est-à-dire, les parlements des États avaient désigné les gens pour aller corriger le texte qu'ils avaient avant, dont George Washington, qui a représenté l'État de Virginie, n'est-ce pas, dans cette constituante. Mais quand ils se sont retrouvés, ils sont mués à une constituante, ils ont rédigé une nouvelle constitution qui était soumise, qui était adoptée par les Américains. Donc, nous aussi, nous avons le droit, en tant que députés, soit on peut aller aux élections pour le nouveau constituant, ou alors c'est mieux en constituante. C'est comme ça que nous avons dit,
l'Assemblée nationale, le Sénat, ne peut pas seul être constituant. Mais nous avons aussi ajouté tous les élus de la République. C'est-à-dire, nous aurons les députés nationaux, les sénateurs, les députés provinciaux, même les conseillers communaux. Donc, la légitimité sera plus large. Ces hommes ont été élus par le peuple, donc ils ont le droit de concevoir un nouveau projet qu'on va amener encore au peuple pour être entériné. La démarche est logique. Où est-ce que l'opposition trouve, n'est-ce pas, l'inconvénient dans ces démarches? L'opposition trouve l'inconvénient dans la question que je vais directement poser ici. Quelle garantie vous donnez au fait que après révision, ce ne sera pas une possibilité pour le chef de l'État actuel de se représenter ou de chercher un nouveau mandat? D'abord, c'est pas une question tabou. Moi, comme m'a dit Macron dernièrement, cette histoire de limitation des mandats, c'est une bêtise. Comment est-ce que nous, législateurs, avons le droit de bloquer quelqu'un, par exemple, qui émet du peuple pour ne pas être candidat? Même en France, parce qu'on copie trop les choses de la France. En France, on sait que l'élection est démocratique, n'est-ce pas? Vous êtes fiers alors de copier les choses de la France? Le combat doit être d'avoir une transparence des élections. Quand quelqu'un a mal géré, le peuple le chasse du pouvoir. Ce n'est pas à nous de pouvoir le bloquer par les textes. Donc, je suis jamais d'accord avec ça. Pour moi, c'est un verrou qui doit sauter. Donc, il faut que quand le chef travaille, que seul le peuple soit en mesure de le chasser du pouvoir. Ah, donc nous serons désormais au royaume. Steve Mikaï, je rappelle que vous avez été dans l'opposition, vous avez combattu Kabila avant de rejoindre le ministère de l'Issu dans la coalition gouvernementale qui a eu lieu dans la période qui a précédé les élections de 2018. Vous avez combattu pour que Kabila parte et qu'il quitte le pouvoir aujourd'hui. Vous changez les discours pour dire que on doit laisser au peuple l'opportunité de décider quand est-ce qu'un président peut partir. Alors pourquoi vous avez combattu Kabila? D'abord, ça ne sera jamais un royaume. Dans un royaume, la personne reste jusqu'à sa mort. Or, ici, nous allons souvent donner la parole au peuple de pouvoir en décider lui-même. Est-ce que lui maintient celui qui est là ou il le fait partir? Moi, je crois que c'est trop démocratique. Ça n'a rien à voir avec le royaume. Voyez-vous, madame? Parce que tous les 5 ans, et d'ailleurs, moi, je voudrais bien qu'on aille du quinquennat au septennat, parce que 5 ans, c'est trop peu en Afrique. Mais on peut mettre 10 ans, on peut mettre 20 ans. Si les actions ne suivent pas, vous continuerez à justifier l'injustifiable. Le peuple va chasser celui qui sera au pouvoir sans s'occuper de ses intérêts. Même aujourd'hui, en fait, le peuple est détenteur du pouvoir. Même s'il vous a voté et que le mandat est de 5 ans, si après 2 ans, le peuple se rend compte que vous dérapez, il est en droit de faire une révolution et vous chasser. Donc, le pouvoir appartient au peuple. C'est à lui de savoir à qui il est donné. C'est pas à nous d'empêcher. Donc, moi, personnellement, je suis pour faire tomber ces verrous de limitation de mandat. Donc, laissons au peuple seul le droit de maintenir ou de chasser son président. Mais aussi, je voudrais bien qu'on parte du quinquennat au septennat. Parce que quand le chef de l'État arrive chez nous, il trouve que l'administration n'est pas en place, tout ne marche pas et tout. Il prend un an pour s'acclimater au pouvoir. Et puis il travaille. Après 3 ans, eh ben, on me dit qu'on va aux élections. On commence le processus. Il n'a que 3 ans pour bien travailler. Moi, je pense qu'on peut passer du quinquennat au septennat. Ça, c'est un point de vue. Et les autres aussi, même les gens qui contestent comme l'opposition, sont des Congolais. Ils ont le droit de contester. Comme on dit bien, du choc des idées, j'ai eu la lumière. Voilà pourquoi j'ai demandé que, de temps à autre, il faut que nous, la majorité et l'opposition, qu'on se retrouve sur un plateau de télévision pour débattre afin que le peuple soit éclairé. Ils ne veulent pas de ça. À la place de ça, ils préfèrent appeler à des villes mortes, faire des casses. Ça, c'est une politique vieille des années 90. Politique vieille, mais ils ont réussi leur coup. Ce matin, nous voyons des médias internationaux qui cherchent à récupérer les images les images des attaques des civils contre les sièges des partis politiques. Vous, dans l'Union sacrée, on n'a rien senti et on a l'impression que, non pas seulement que médiatiquement pour la ville morte, ils avaient gagné, vous l'avez dit, sur le terrain, ils ont échoué, mais dans les médias, ils ont gagné. Et là encore, sur le terrain, vous avez dit, il y avait 300 personnes, un peu comme les nez sur un visage. Ils ont échoué sur le terrain, mais médiatiquement, ils sont en train de remporter face à vous.
Oui, j'ouvre la parenthèse pour dire que je suis déçu de la façon dont l'Union sacrée est gérée. Donc, l'Union sacrée n'est pas gérée du tout. Quand l'opposition lance un appel à la ville morte, eh ben, on devait avoir une réunion, n'est-ce pas, au niveau de eux qui sont au présidium, ils devaient avoir une réunion pour voir comment faire face à la situation, comment contrer, parce que c'était facile de contrer cette ville morte-là, n'est-ce pas, même sur le plan médiatique. Eh ben, on n'a rien senti. La ville morte est passée. Aucune réunion pour se concerter, pour évaluer. Mais que non. Après, sur le sit-in qui est là, en principe, on devait guider les policiers pour qu'ils ne puissent pas avoir une confrontation à vendre aux médias internationaux. Non, je suis déçu, moi. Donc, l'Union sacrée n'est pas du tout gérée. Il est question qu'on puisse revoir. Parce que ce que j'ai dit là, j'aurais pu le dire dans une réunion d'évaluation de l'Union sacrée. Mais parce que ce n'est pas des réunions. Je suis contraint de le dire ici pour qu'on m'écoute. Donc, nous devons revoir l'organisation. Il faut placer l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Parce que l'Union sacrée doit être une machine politique qui accompagne le chef de l'État. Lui, il gère le pays. Mais les choses du genre contre l'opposition, les médias internationaux, tout ça, je sens un vide. Donc, de ce côté-là, je suis d'accord que l'opposition est en train de nous mener. Parce que l'opposition a vendu d'abord une chimère d'une ville morte qui n'était pas une. Mais le monde entier a compris qu'ils avaient reçu leur coup. Et hier encore, l'opposition a réussi à rassembler les images, à vendre aux tabloïds internationaux. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Non, les gens sont là à pouvoir avoir des avantages, donc ils veulent avoir, garder le beurre et l'argent du beurre. On peut commencer d'abord par soigner la poule aux œufs d'or, qui est le pouvoir. On ne doit pas seulement être là, avoir des fonctions, avoir des postes ministériels, avoir des postes de l'Union sacrée, mais dans les faits, on ne sent pas que le chef a une machine politique pour les soutenir. Là, je suis désolé. Et voilà qu'une position qui n'est pas sur le terrain est en train, n'est-ce pas, de s'asseoir dans la tête de la communauté internationale, comme quoi le peuple serait en train, n'est-ce pas, de barrer la route aux réformes. Alors que on a vu 300 personnes. Moi, j'ai compté, madame. Essayez de mettre juste le stop à ces images et comptez, vous allez voir qu'il y a environ 300 personnes avec 500 drapeaux. Et qu'est-ce que nous faisons? Voilà la grande question, madame. Donc, notre peuple est avec nous, mais nous devons aussi vendre ce que nous faisons au niveau international. Parce que la politique, c'est pas seulement à l'interne. Aujourd'hui, le monde est un gaz planétaire. Donc, ce que pensent les autres compte aussi pour nous. Voilà. Petite dernière question, Steve Mbekaï. Pendant que vous battez, c'est clair, vous haranguez des gens pour qu'ils comprennent la nécessité du changement de la Constitution. Vous allez plus loin pour expliquer que cette Constitution est même une Constitution de transition parce que quand elle a été promulguée, celui qui l'a promulguée n'était pas élu par le peuple, donc n'avait pas la légitimité. Aujourd'hui, nos frères et sœurs du Kivu, nous sommes le 13 juin, hein, c'est l'anniversaire du chef de l'État, que nous souhaitons également heureux et fructueux anniversaire, mais c'est également 4 ans d'occupation de la ville de Bunagana, le point de départ de tout ce que nous vivons aujourd'hui. Comment vous qui êtes pour les changements de la Constitution, vous comptez procéder pour que ceux qui sont occupés ne finissent pas par rejeter la nouvelle version des constitutions pour dire que oh, on n'a pas voté, nous, on n'était pas là, on était sous occupation, quand vous avez fait ça, ça ne nous concerne pas, et donc la légitimation ou la légalisation ou le fait de cautionner directement la balkanisation. Comment vous allez procéder pour que ceux-là ne soient pas exclus? Oui, pour commencer, je souhaite aussi un joyeux anniversaire au président de la République, encore plein succès pour le reste de sa vie, surtout pour continuer le combat qu'il mène pour la libération de territoires occupés par le Rwanda. Moi, personnellement, je ne suis pas d'avis qu'on peut aller au référendum, aux élections sans avoir libéré les territoires occupés. Non, donc on ne peut pas ignorer nos compatriotes qui sont de ce côté-là. Et c'est comme ça que j'ai émis l'idée, par exemple, de voir la possibilité d'avoir un vote électronique. Mais c'est compliqué. Ça, ce n'est qu'un vœu politique. Il appartient aux techniciens de voir est-ce faisable ou pas.
Mais dans tous les cas, moi, je suis persuadé que cette année-ci, avoir l'allure des choses, eh ben, nos territoires seront libérés. Ils seront libérés. Et nous pourrons alors aller au référendum et puis aux élections. Ou alors... Pourquoi pour avoir ces genres d'affirmations, ces genres d'affirmations? Si les territoires sont toujours occupés, nous pouvons procéder par une révision par le Congrès. C'est-à-dire l'Assemblée nationale et puis le Sénat peut voir qu'est-ce qu'on peut corriger, qu'est-ce qu'on peut réviser. Comme j'ai dit, comme éprouve là où on dit qu'on ne peut pas réviser l'article 220. Ce n'est pas dit. L'article a verrouillé des matières, mais lui-même n'est pas verrouillé. Donc, nous sommes en droit de faire comment dirais-je, une révision qui nous permettrait de contrôler les problèmes de façon tout à fait démocratique. En ce moment-là, eh bien, nos frères de l'Est ont leurs sénateurs, ils ont leurs députés, ben, ils ont aussi des députés provinciaux qui pourraient arriver à la constituante. Ça, c'est s'il faut aller au référendum. Mais s'il faut forcément faire la révision, nous avons la légitimité de le faire au niveau du Congrès. En ce moment-là, il n'y a pas question d'oublier nos compatriotes qui sont à l'Est. Vous dites, je ne sais pas sur quoi pour me rassurer que bientôt on va libérer le territoire. Donc, je vois le chef d'État qui se bat vraiment, il est sur tous les fronts. Et on sent un peu que les choses semblent évoluer. Aujourd'hui, il a réussi à faire mettre Kagame sur le banc accusé de la communauté internationale. Et il y a des pressions sur Kagame pour qu'il se retire. Et je suis très sûr qu'il va se retirer. Parce que nous sommes sur tous les fronts militaires, le front diplomatique, le front politique. Je suis très, très conscient que cette année-ci sera une année de libération. Et ce n'est qu'après qu'on va penser aux élections. Parce que tant que si on arrivait en 2028, il n'y a pas libération de ces territoires, on ne peut pas penser aux élections. Ce sera une aberration. Donc, on peut avoir la loi sur le référendum, on peut la garder et attendre le mois venu pour faire le référendum, pour qu'eux aussi participent. Mais il n'est pas question d'aller à une élection quelconque, ça c'est mon point de vue, sans que nos compatriotes qui sont de ces côtés-là puissent, n'est-ce pas, voter. C'est ça l'intoxication de l'opposition, parce que là, on peut dire au peuple que voilà, ben, Tshisekedi voudrait céder le territoire occupé au Rwanda. C'est pas ils veulent qu'on a aux élections puis sans nos compatriotes. Je pense pas que le chef de l'État, si patriote qu'il est, peut envisager cette démarche. Je pense pas. Dernière question qui vient de commentaires. Est-ce que en 2011, Joseph Kabila avait touché à l'article 220 quand il a révisé la Constitution? En 2020, Joseph Kabila, je sais qu'il avait touché au nombre de mandats. Là, je ne suis pas très certain qu'il s'agissait de l'article 220. Donc, c'était pas le nombre de mandats, c'était le deux tours, hein, les deux tours, hein, pour. Élection à deux tours, oui. Et j'ai oublié, on m'avait demandé pourquoi est-ce que sous Kabila, eh ben, quand à l'opposition, on s'opposait à ce que Kabila puisse faire constituer la Constitution, c'était ça. C'était la question, hein. Je n'ai pas mon vous-même à l'époque, vous étiez opposant, vous vouliez que Kabila parte. Alors aujourd'hui, vous consacrez un mandat beaucoup plus large et vous dites même que on doit laisser simplement au peuple le pouvoir de décider. Oui, c'est une question de légitimité populaire. Le président Kabila n'avait pas tellement de légitimité populaire. Voilà que quand il avait tenté de le faire, la rue avait chauffé. Le peuple a dit non. On l'a stoppé. Mais aujourd'hui, quand Tshisekedi veut le faire, le peuple est d'accord. Voilà. Parce que le président Tshisekedi est en symbiose avec la population. À l'époque, c'était pas le cas. Et vous savez, donc tout ce qui disait sur le président Kabila et ainsi de suite avait fait que les Congolais ne le portaient pas tellement à cœur. Ça, il faut qu'on les reconnaisse. Et c'est comme ça quand nous étions à l'opposition, ben nous avions dû bloquer sa démarche dans ce sens parce qu'il fallait qu'il parte. Mais aujourd'hui, voilà que nous voulons faire des réformes constitutionnelles, mais la rue est calme, le peuple est d'accord. Et de plus en plus, quand on explique, les gens comprennent. Ils doivent comprendre, madame, que le problème de la Constitution, le problème de la classe politique, c'est pas la question du peuple. Le peuple a besoin des routes, a besoin de l'eau, de l'électricité et tout ça. Il doit demander des comptes à ceux qui dirigent. La Constitution, c'est un combat. C'est vous qui dirigez qui avez le devoir de rendre des comptes au peuple. Ce n'est pas l'opposition. L'opposition n'est pas au pouvoir. Nous voulons bien que le peuple fasse pression.
C'est son droit. Le peuple a le droit de marcher pour l'eau, a le droit de marcher pour l'électricité, des emplois. C'est démocratique. Et parce que dans tous les pays, on ne peut jamais résoudre du coup tous les problèmes. Même en France, même aux États-Unis, il y a tous les problèmes qui restent. Aucun pouvoir ne peut dire que lui, quand il arrive, c'est le paradis. Mais il faut voir les intentions. Elles sont bonnes ou mauvaises. Aujourd'hui, on peut poser la question, notamment sur la question de l'Est. Comment voulez-vous, madame, que Kagame, qui nous agresse, est acculé par le président Tshisekedi, et nous souhaitons, nous, comme Kagame, que Tshisekedi parte, Kagame reste. Parce que lui, au moins, il a réussi à clouer Kagame, n'est-ce pas, au pied du mur. Est-ce qu'un Congolais, n'est-ce pas, de souche, peut souhaiter que pendant ce temps ici, nous, on change Tshisekedi, et Kagame reste. Et celui qui viendra va commencer d'abord à tuer les dossiers. Donc, est-ce qu'il aura la même audace d'affronter Kagame ou pas? Non, rien que ça. Rien que ça, madame. Donc, l'opposition est en train de lutter parce que elle pense que si on part avec c'est-à-dire aux élections, nous pas le chance de gagner. Donc, c'est pour les intérêts des politiciens. Ceux qui me suivent doivent le comprendre. Le combat ici, c'est pas un combat du peuple. C'est un combat pour la classe politique. Parce que de tout le temps, on a vu ici à Kinshasa, l'hôtel de ville a rasé les maisons des citoyens. Évidemment, il y en a qui ont construit en mauvais endroits et tout. Mais malgré tout, quand c'est une opposition, elle devait soutenir ces gens-là contre le pouvoir en place et devait demander des comptes par rapport à ça. Mais moi qui suis la majorité, c'est moi qui ai interpellé la ministre. Ouais, je l'ai appelé, n'est-ce pas, à l'Assemblée.